Ok, alors, donc sur cette petite heure, l'idée c'est de refaire un peu un tour d'horizon sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, l'idée c'est que en une heure, on ne pourra pas aborder beaucoup de choses. Il faut plus recontextualiser plein de choses et donner quelques outils pour accueillir dans nos clubs les personnes en situation de handicap, voir un peu déjà ce que c'est le handicap de manière générale, revoir sûrement pour la plupart d'entre vous. Et, euh, et bien sûr, moi, j'ai pas une parole unique, c'est-à-dire que c'est un peu ma perception et mon approche de comment on pourrait accueillir dans les clubs, mais je pense que on s'enrichit aussi des partages. Et l'idée, c'est d'être dans l'échange et n'hésitez pas à un moment donné à m'interrompre pour que voilà, ça soit hyper constructif pour nous toutes et tous, parce qu'on a, je pense, tous vécu une approche du handicap personnel et elles sont toutes hyper intéressantes. Donc, pour commencer, c'est un peu retracer un peu des chiffres. Alors, ça, il est dans le PowerPoint, le lien, et je vous donnerai, de toute façon, je vous donnerai tout. Hein. C'est le CPSF, le Comité paralympique sportif français, qui a mis en place le guide du parasport pour les élus au sport. Il est sorti l'année dernière. Et c'est un guide qui est hyper pertinent parce qu'il retrace et vulgarise toute la partie du handisport, d'accord, avec des données objectives, avec des pistes de travail de comment accueillir le handicap dans nos clubs. C'est vraiment à destination, comment trouver des financements. Enfin, ce dossier, il est hyper bien travaillé et complet, donc je vous invite à le consulter si ça vous intéresse. Et en fait, on se rend compte que en France, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap. C'est quand même une part non négligeable de la population. D'accord. Ouais, sur 67 millions, c'est pas rien. Et ce qui est important à comprendre, c'est que dans les 12 millions de handicaps, ces 80% sont invisibles. En fait, souvent, quand on dit c'est quoi un ou une handicapée, tout de suite on nous dit c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant. En fait, quelqu'un qui serait dyslexique, dyspraxique et dyscalculique, c'est quelqu'un qui est en situation de handicap dans la société actuelle. D'accord? Donc, la plupart des gens, on ne sait pas que quelqu'un a une difficulté ou en tout cas a besoin d'une adaptation particulière. Et c'est vrai que dans nos clubs, des fois, c'est plus facile quand on accueille quelqu'un en fauteuil roulant parce que tout de suite, c'est marqué et du coup, on va vouloir faire des adaptations. Et sauf qu'on se rend compte que peut-être nos 60 autres licenciés ont besoin d'une adaptation particulière parce qu'ils ont aussi, par la vie, ou depuis qu'ils sont nés, des choses qu'ils n'osent pas dire, mais ils auraient besoin d'adaptation. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir conscience qu'on est entouré de personnes en situation de handicap et c'est un milieu très riche. Si on revient à nous, la partie, on va dire, licenciée, et bien là, c'est là que l'écart se creuse et ce pourquoi c'est le sujet de mon intervention, on va dire, c'est que on a seulement 100 000 licenciés sportifs et encadrants en France. On va dire marqués personnes en situation de handicap. Parce que c'est ce que j'ai noté, par exemple, nous en canoë-kayak, en réalité, moi, je suis en incapacité de vous dire combien il y en a. Parce qu'il y a le seul moyen de savoir, de comptabiliser au niveau fédéral les personnes en situation de handicap, c'est finalement les compétiteurs et les compétitrices. Mais en fait, dans nos clubs, on en a plein. Mais on ne va pas les marquer au fer rouge sur les licences. En fait, on n'a pas de données pour savoir combien on en a réellement dans l'ensemble de nos clubs. On sait parce qu'on en parle, on se le dit. Voilà, on connaît les actions que mènent les clubs dans l'inclusion. Mais quand même, c'est une vraie réalité, c'est que plus on rentre dans la partie intégration de nos actions sportives et plus l'accès commence à être restreint en situation de handicap. On a des difficultés à accueillir. Quand on voit la part de personnes en situation de handicap et la part de licenciés qui est à relativiser, bien évidemment, qu'on pas toujours. Mais quand même, l'écart est juste, c'est un fossé, quoi. C'est un gros fossé. Oui. Les handicaps permanents. C'est toutes les personnes qui sont repérées par la NDPH. Donc, ça peut être des gens qui, à terme, ne le sont plus.
Donc, on a 10, on a... Donc, juste pour faire un horizon de la typologie du handicap, il y en a plein de formes. On a donc ce qu'on disait, celle que l'on voit souvent le plus facilement, le handicap moteur, d'accord? Les personnes atteintes partiellement au total au niveau de la motricité. On va avoir le handicap visuel, donc personnes malvoyantes ou non-voyantes, d'accord? Le auditif, sourds et malentendants. Psychique, trouble mentaux-affectif et émotionnel, qui est à différencier de l'intellectuel. C'est des atteintes de capacité intellectuelle. Donc ça, là, on commence à rentrer dans la médecine. Ça, c'est pas nous qui déterminons ça, mais ça permet de bien situer les différentes catégories. Et après, on rentre dans le multi-handicap. Donc, on va avoir souvent des fois des personnes qui vont coupler un peu plusieurs formes de handicap. Et enfin, les spectres de l'autisme, où il y a une multitude de spectres différents. Voilà. Parce que, par exemple, il y en a qui vont parler du syndrome d'Asperger qui n'est plus apparemment, qui n'est plus le bon terme parce qu'en fait, ce syndrome-là, il apparaît plein de spectres différents avec plein d'explications différentes. Mais des fois, on aime bien, voilà, comme les formes d'autisme, il y en a dizaines et des dizaines. Et nous, dans l'écosystème du parasport, ce qui est des fois pas simple, parce qu'on aime bien faire compliqué en France, c'est les terminologies. On parle de handisport, on parle de parasport, on parle de sport adapté, paralympique. Et en fait, c'est un peu pareil et en même temps différent. Voilà, alors, on va le faire très vite, mais en gros, le parasport, c'est des sports pratiqués par des personnes en situation de handicap, d'accord, que ce soit du loisir ou de la compétition, d'accord. Mais il faut que ça soit inscrit. Et du coup, là, ça touche vraiment n'importe quelle pratique sportive, d'accord. Alors que le paralympique, on parle des sports qui sont aux Jeux paralympiques. Par exemple, la pratique du parasurf existe, mais elle n'est pas aux Jeux. Le paracanoë, par chance, l'est pour nous. Et après, on a le handisport. En fait, on va dire que le parasport, c'est le sport comme nous. Voilà, ça va être le paracanoë. Et en fait, le handisport va vraiment englober toutes les fédérations sportives. C'est la pratique handi, d'accord? D'où la Fédération française de handisport. Et comme on aime bien faire les choses très compliquées, on a créé à côté la Fédération française de sport adapté. La différence entre les deux, c'est qu'ici, le handisport va intégrer les handicaps physiques et sensoriels. Le sport adapté va intégrer plutôt tout ce qui touche au psychique et au mental. Donc, on a déjà divisé les publics. C'est malin. Mais par exemple, on peut avoir aux Jeux paralympiques du sport adapté ou de l'handisport. D'accord. C'est des accompagnements différents. C'est des accompagnements différents, mais tu as des publics qui, en fait, ont le cul entre deux chaises, qui vont avoir les deux. Et du coup, bon, ça. Et puis, j'aurais tendance à dire que plus tu rassembles les forces, plus tu as tendance à regrouper les gens, mais ça existe. Ils sont en train de faire des liens, ils se conventionnent entre eux, ça commence à venir. En fait, il y a une autre entité que je n'ai pas évoquée qui est le Comité paralympique sportif français. Donc, c'est comme nous, le comité, c'est comme à côté le Comité olympique français qui est pour les valides. D'accord. Donc, ça a plutôt une vision pour développer le sport de haut niveau vers l'olympisme et le paralympisme. Mais ce qui a été intéressant dans le CPSF, c'est que quand même, la France a été pris du sujet du handicap et avec l'arrivée des Jeux, on mis un taquet de moyens dans le CPSF. Et le CPSF aurait pu faire le choix de dire on met que de l'argent auprès de nos athlètes. Et puis voilà. Ils ont une stratégie assez intéressante, c'est qu'ils ont décidé de déployer des référents régionaux pour développer la pratique handi dans tout le territoire. Ils sont plutôt partis sur une base, ce qu'ils ont appelé la relève, c'est-à-dire qu'ils ont fait des actions coup de poing où les gens en situation de handicap venaient pratiquer des sports et en fait ont déterminé leur qualité physique, d'adaptation, même mentale. Et après, on les orientait vers des sports sur lesquels ils avaient des capacités de s'exprimer.
D'accord? Et du coup, ce programme-là a permis à plein de personnes en situation de handicap de rentrer dans les infrastructures sportives. Alors, avec un objectif olympique, on les fait rêver, certes, et en même temps, en fait, on les a inclus dans notre pratique. Donc, le CPSF a eu un gros travail là-dessus et fait aussi un peu cette démarche de médiation, collaboration entre les deux fédérations. C'est assez intéressant. Après, nous, ça retombe dans nos fédés et ça, c'est aussi intéressant. Du coup, moi, j'ai un peu de mal à faire le lien entre tout ça. Parce que, par exemple, les gens qui font du paracanoë, qui sont licenciés au passage, oui, ils ne sont pas spécialement licenciés au sein de la Fédération française des handis. Parce qu'en fait, là, on parle de fédération, ça veut dire que c'est un organe qui organise la pratique. C'est ça. C'est ça. Du coup, j'imagine que dans chaque fédération, il y a peut-être du para, je ne sais pas, à Lyon, du para. Oui. J'ai du mal à. Quelle est la plus-value de ces fédérations-là? Eh ben, on est plutôt dans un objectif de développement et d'accessibilité. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vraiment faire des opérations. Par exemple, ils font souvent des programmes accessibilité au sport de pleine nature où ils vont rassembler les fédérations au sein d'une action pour que les jeunes licenciés à la FFH puissent pratiquer les différents sports. Oui, c'est plus un rôle de fédération chapeau. En fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est en train d'évoluer, mais avant, la problématique qu'il y avait entre la FFH et les fédérations sportives, c'est que, par exemple, quelqu'un qui voulait participer un peu aux deux devait payer 2 licences. Et ça, c'est un dispositif un peu restrictif. Donc là, il y a eu des conventions de passé entre la FFCK, la FFH et la Fédération de sport adapté pour que quelqu'un qui prenne une licence d'un côté et qui veut pratiquer dans sa fédération ne prenne pas une double licence et inversement, par exemple. Ça peut être un plan d'évolution et d'accessibilité. Alors, accueillir dans nos clubs, il y en a qui pourraient, c'est un peu l'avocat du diable, mais il y en a qui pourraient dire que c'est contraignant. Pourquoi le faire? En fait, comme tout le monde, d'une, c'est la loi, tu n'as pas le droit de refuser quelqu'un. Et de deux, en fait, on est dans un vrai enjeu de santé et d'inclusion parce que on est encore à ce stade-là de 48 personnes en situation de handicap qui ne pratiquent pas d'activité physique et sportive. En termes de santé, c'est juste pas acceptable parce qu'on connaît tous les risques liés à la sédentarité. D'accord? Et versus, du coup, 34% de la population générale. Ça veut dire qu'en plus, on a créé un système inégalitaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de... C'est un fait. Voilà. Maintenant, à nous de renverser la tendance. Mais bien évidemment, je ne vous apprends rien sur le fait, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que la pratique physique et sportive a un enjeu de santé énorme. Et d'autant plus que des personnes en situation de handicap, donc il y en a qui sont nés avec, donc vont apprendre à grandir et à s'insérer avec, mais il y en a qui découvrent, qui ont des handicaps soudains et du coup doivent réapprendre leur quotidien et du coup ont des fois des difficultés à se réinsérer dans la société avec leur nouveau corps, d'accord? Et il y a quand même quelques sources qui nous montrent que tout ce que l'on fait, alors nous, on parle de sport parce qu'on est une fédération sportive, mais ça pourrait être aussi dans la culture, c'est-à-dire que tout ce qui permet à la personne de s'exprimer dans son activité physique va pouvoir retransférer ça dans sa vie au quotidien et du coup, petit à petit, retrouver une marge de manœuvre dans l'autonomie, d'accord, et dans la gestion de sa vie quotidienne. Au-delà de la santé. Alors, rentrons dans le concret. Alors, moi, j'ai essayé de croiser mon vécu personnel et il y a énormément de guides d'accueil qui ont été créés pour accompagner l'accueil aussi, pour des fois quand on est un peu démuni sur cette question et qu'on a envie de bien faire, d'accord, en tout cas, bien accueillir dans nos clubs, c'est tout d'abord, à mon sens, se rendre disponible. Et alors ça, c'est pour n'importe qui, hein, c'est pas que pour les personnes en situation de handicap, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on sait d'entrée de jeu que cette personne-là, elle va avoir besoin d'adaptation spécifique, être à l'écoute est hyper important parce que le cerveau est fait pour créer un peu des biais, des stéréotypes, de rentrer des gens dans des cases. D'accord? Et des fois, on se dit, il est handicapé, il faut absolument que je l'accompagne, que je fasse ça, alors qu'un peu plus, la personne, elle est autonome. Et du coup, on a créé de la frustration face à sa pratique parce qu'on l'a mis dans une case.
d'accord? Donc, disponibilité et du coup, en fait, juste être naturel et regarde. Alors, si c'est possible, parce que c'est pas toujours le cas, mais voilà, s'adresser directement à la personne, parce que des fois, on a un accompagnant ou une accompagnante pour l'aider à s'exprimer, mais en tout cas, et toujours proposer, pas imposer. Voilà, une bonne différence entre les deux, quoi. Voilà. Le partage, forcément, je pense que c'est important pour pas faire de bêtises, de bien connaître la pathologie de la personne. Donc, généralement, la personne en face de vous, elle connaît bien les adaptations qu'elle a besoin. D'accord. Des fois, on a un vécu sportif qui nous permet de déterminer jusqu'à où cette personne peut s'engager. Et bah, bien sûr, ses attentes. Voilà, comme toute personne qui rentre dans notre club, est-ce qu'elle veut. Bah, voilà, des fois, on a des personnes qui veulent découvrir l'activité et il y en a qui disent j'ai un projet déterminé, je veux devenir champion paralympique. Ah, quand même, on n'est plus dans la même démarche. Ça arrive. Voilà. On en a quelques-uns quand même, quelques sportifs de haut niveau dans un autre sport. On en a pas mal en kayak, dans un autre sport ou dans un métier bien engagé physiquement, qui ont eu un accident de vie et qui reviennent en disant bah voilà, moi, mon projet, c'est de me créer un nouvel objectif de vie et ça sera ça, quoi. Voilà, le partage. Donc, ça revient un peu plus précisément là, c'est quand on commence vraiment à rentrer dans l'activité, avant même de monter sur l'eau, ça c'est hyper primordial. C'est renseigner. Alors, des fois, ils ont des certificats médicaux, mais c'est quand même plutôt à la parole que ça va se passer. Ça va être des préconisations. Parce qu'effectivement, entre une personne qui ne voit pas, qui est para, qui est tétra, qui a des abdos ou non, et bah, du coup, on ne va pas du tout l'accompagner dans l'entrée de l'activité de la même manière. Voilà. Alors, c'est ça qui est, moi, je trouve hyper intéressant quand on commence à accueillir ces personnes-là, c'est que du coup, on va faire du sur-mesure. On va commencer vraiment à rentrer dans de l'adaptation sur mesure. Et enfin, communication adaptée. Il en a un peu parlé tout à l'heure, Jean, sur la manière de... Alors lui, il parlait de fait de parler sur une communication de type sensoriel kinesthésique pour qu'on perçoive les choses sur le bateau. Et bah, alors ça vaut pour n'importe quelle personne, mais d'autant plus quand des personnes ont des handicaps spécifiques. Si vous avez, je ne sais pas, une communication tournée vers la vue alors que vous avez quelqu'un de malvoyant, ça ne va pas lui parler. Voilà. C'est bête, hein, mais on va le faire naturellement et on va faire des bourres. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et du coup, il y a ça, si vous pourrez cliquer dessus, il y a un guide d'accueil qui propose des aides selon les types de handicap, la manière dont on communique vis-à-vis des types de handicap, pardon. Très intéressant. Et de toute façon, je rappelle, on reste un sport de sensation, donc appuyer à fond dessus. C'est hyper pertinent, surtout pour des personnes qui auraient perdu un membre ou tout ça, parce que des fois, il y a... quand ils ont perdu quelque chose par un accident de vie, au début, ils ne sentent pas grand-chose et au fur et à mesure, il y a des sensations qui reviennent. D'accord? Et le fait de vraiment appuyer sur ces synapses nerveux-là, ça permet de regagner. On a découvert sur des athlètes de haut niveau qu'au fur et à mesure de leur pratique et au fur et à mesure de leur classification, il y avait avant alors les tests de classification au niveau, c'est que ça détermine le niveau de handicap qui va les mettre dans une catégorie de compétition. D'accord? Et il y a des athlètes, de par l'entraînement et la pratique, au démarrage de leur classif, quelques années avant, on leur disait « tu n'as aucun abdos ». Et au fur et à mesure des classifs dans le temps, il y en a qui en fait, il y en a qui commencent à en ressortir et ça revient en fait. Alors qu'à la première classif, qui est exactement la même, on avait l'impression qu'il n'y avait rien, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc là, on est plutôt sur la partie échange, lien, le lien que l'on crée à l'accueil. Et après, on a toute la partie... quand même, nous, on est un sport spécifique parce qu'on fait un sport à matériel et un sport extérieur. Donc, il y a quand même des préconisations qui sont hyper importantes liées à notre pratique canoë et kayak. C'est qu'il peut y avoir des enjeux de manipulation dans les aides au transfert. Donc, bien veiller à la sécurité de la personne et surtout la vôtre si vous accompagnez dans la manipulation. On a vu combien là, des
des gens qui veulent faire du transfert avec des postures inadaptées. Et du coup, l'encadrant, ça c'est comme le coup de l'hypothermie pour le cadre. Si vous faites un lavabo en faisant un transfert, ça ne sert plus à rien en tant que cadre. D'accord? Donc, il y a tous les exercices que vous a préconisé Jean pour faire attention à ses épaules. Et bien, tous les exercices de posture pour les transferts de charge, je ne sais pas si vous les connaissez, on peut les revoir un petit peu. Mais sachant que normalement, c'est fauteuil à plus bas, hein, d'accord? Mais déjà, toujours avoir une prise stable, une prise au sol stable, c'est-à-dire pied largeur de hanche, jambes semi-fléchies, abdos contractés. Là, comme disait Jean-Pierre ce matin, on a tout le corps mobilisé pour éviter de se blesser, d'accord? Et à partir de là, rien ne peut m'arriver. Je porte tout le poids dans les muscles les plus gros de mon corps, c'est-à-dire les fessiers, les quadrilles. Et à partir de là, je peux accompagner quelqu'un. D'accord? Veillez plutôt à un transfert de charge par derrière si possible, mais des fois, ça ne l'est pas toujours, notamment sur les personnes qui ont ni l'utilisation de leurs jambes et de leurs abdos. Des fois, c'est trop lourd pour soi, donc des fois, il faut faire un transfert par devant. D'accord? Et quand on parle de transfert, toujours poser la question. Est-ce que là, c'est OK? Est-ce que là, tu me sens? Est-ce que on va faire ça? Est-ce que c'est OK pour toi? Ne faites rien sans avoir l'accord de la personne à côté de vous. C'est que même j'ai besoin que tu fasses ça. Ouais, souvent il y en a qui savent. Hein. Il nous va arriver en disant attends, ouais. Comme ça. Ouais, surtout quand vous ne l'avez jamais, si la personne ne vous a jamais rencontré, elle va vous dire tout de suite ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. D'accord? Alors souvent, elle vous explique parce que d'une, voilà, il y a du contact obligatoire, elle sait pas, ils vivent avec ça, d'accord? C'est OK. Mais le plus grand risque, en fait, c'est la suite. Il y a l'importance des calages, mais l'importance éviter le maximum les chocs. Parce que des personnes qui sont en inactivité, si on crée des hématomes, derrière, ça provoque des escarres. Et qui dit escarre dit on ne peut plus pratiquer. En fait, on a réduit leur temps de pratique parce qu'on a fait un mauvais transfert. Bon, après, là, on parle vraiment des personnes qui seraient para. Les tétras, ce serait juste de les accompagner à porter. Les personnes malvoyantes, ce serait peut-être juste un guide le temps d'arriver sur l'eau. Voilà, de toute façon, comme l'a très bien dit, c'est que ce qui est important, c'est de communiquer. Voilà. Et donc, le transfert, pas hésiter à se faire aider, mais si vous êtes tout seul et toute seule, il y a plein d'étapes. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord, alors, fauteuil, ça va, il va falloir enlever les pieds, passer au sol, puis passer au kayak, d'accord? Et après, pareil, passer à une jambe, transférer les fesses, puis l'autre jambe, et ainsi de suite. Si tant est que la personne peut utiliser ses deux bras. Mais souvent, elle vous aide. Très souvent, elle vous aide. Et sur les calages, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous montrer. Alors, des fois, on a peur, on dit les calages, il faut des trucs, il faut acheter des choses et tout. Bon, des mots, ça. Achetez toutes les mousses que vous avez chez vous, là. Les vieilles mousses de gilet que vous pouvez plus utiliser parce qu'ils respectent les normes pays. Les vieilles planches de piscine que vous savez pas quoi en faire. Tout ce qui peut flotter, être un peu confortable et accuser le coup, vous prenez tout, un sac. Les flotteurs de ceinture, les ballons de tout ça, vous récupérez, vous mettez dans un sac et ça va servir un jour. Ça va servir un jour. Faut pas. Alors, bien évidemment, au fur et à mesure de la pratique, si une personne pratique longtemps, on va commencer à lui faire un siège hyper adapté à soi, on va commencer à construire sur l'ergonomie du siège avec des spécialistes. Et au démarrage, tout ça fond, ça va marcher. Toujours à la contact. La sécu, attention. La difficulté des personnes, notamment para, c'est que faut les coincer pour pas qu'elles glissent au fond du bateau. Et plus vous les coincez, et plus vous avez des risques de coincement. On n'est comme jamais à l'abri d'un retournement, malheureusement. Même si sur quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, on verra, on va y aller par étapes. On évite de mettre des embarcations qui peuvent se retourner. Il y a des possibilités. Mais en tout cas, il faut pouvoir sortir la personne de son embarcation. D'accord ? Donc, on a parlé, les risques cutanés, vraiment anticiper tous les chocs, pas se faire mal et surtout pas créer de nouveaux hématomes et d'escarres.
Et surtout, enfin, gestion du climat. Il y a pas mal de personnes en situation de handicap où la thermorégulation n'est pas la même que la nôtre. Ils n'en ont pratiquement pas. Donc, la gestion du froid et du chaud, non pas comme nous. Des fois, il y a des personnes, elles vont monter sur l'eau 15 minutes et ça va suffire. Pas plus. Et après, peut-être plus, peut-être moins, on ne sait rien. Mais la thermorégulation, il faut faire super gaffe à ça parce que des fois, ils ne le savent surtout pas. En fait, ils sont en train de se geler les fesses. Voilà. Donc, bien découvrir. Là, comme disait tout à l'heure, c'est là, la combinéoprène, si on peut, c'est juste indispensable pour les personnes, au moins pas. Alors, je vous montre un peu ce qui peut se faire. Je ne sais pas quand ça va se lancer, cette histoire. Excellent, ça se lance tout seul. C'est beau la technologie. On avait la chance, c'était une action. Vous l'avez pas sur l'écran? Pardon. Un beau teaser raté. Raté. Bien. Mettre. Non, non, mais c'est quand il est en mode présentation. En fait, il faut quitter le diaporama. Voilà. Ça, je fais que. Hop, désolée. En fait, c'est génial. Et on a trop travaillé aujourd'hui. Tu veux plus? Ok. Il y a les barres, dans l'étage. C'est énorme quand on regarde sur l'écran. Voilà. C'est bon. Non. Ça, c'était une journée organisée par la fédération, la FFH, enfin le comité départemental handisport 56, où découverte des activités nautiques pour personnes en situation de handicap licenciées au FFH. Et l'enjeu, c'était de leur faire faire de la randonnée nautique le matin et du web ski l'après-midi, sachant qu'il y en avait qui avaient déjà pratiqué et d'autres jamais. Voilà, donc c'était en collaboration avec des BPGEPS en formation. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être les handicaps sont multiples. Voilà. Le niveau de parasite. Ceux qui ont
une difficulté visuelle, donc il peut vite les mettre dans la pratique. Donc ils étaient jeunes, ils sont en place. Et on mettait des flotteurs. Ça a tellement bien été. C'était pour l'instant, petites planches gonflables là. C'est des planches de web-ski qui se gonflent. Et à la fois quand on est débutant et à la fois pour des personnes en situation de handicap, c'est hyper adapté parce que le support mousse se scratch et se scratch, hyper simple, qui permet de faire des adaptations très rapides et le côté gonflable, quoi. Le gonflable, c'est dans les clubs. C'est un peu du stand-up. Oui, ça ressemble. Tu casses tes pieds à l'avant, c'est ça? Ouais, tu as des footstraps. Ouais, tu as des footstraps en kayak, en web ski avec t'as des petits ailerons. Alors, selon le handicap et selon le leash est obligatoire en web ski, mais quand même, selon le handicap, on va éviter. On va éviter pour des peurs juste des peurs et même souvent ce qui arrive sur le surf, c'est que quand on se fait éjecter de la planche continue à surfer, pas vous. Donc vous faites embarquer par la cheville, et ce qui peut être un peu dangereux pour des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes qui débutent, parce qu'on se fait du coup un peu aspirer dans le fond. Voilà. Mais ouais, ces planches-là, je vous les conseille sur du démarrage, c'est vraiment hyper adapté, hyper simple. Elle part au surf sans faire d'effort. Française qui fait ça, je vais vous retrouver. Je vais vous retrouver. Les personnes, vous pouvez les manipuler pour les échauffer. Hein. Il y a un seul des bagages avant même de rentrer. Éviter peut-être le foot strap à la cheville. Quand on est tiré par le mollet, c'est quand même un peu moins dangereux. D'accord. Et c'est surtout qu'au pire, ça saute de votre mollet et ça va sauter de votre pied. En fait, ça va se décrocher entièrement de vous. Voilà. Et généralement, votre genou est un peu plus résistant que votre cheville sur des tractions. Donc, un petit conseil aussi. Du coup, l'appareil, une carte qui peut là, vraiment, c'est là, cette petite part, tellement voilà. Et ça, on y viendra après, il faut qu'il fasse comme tout le monde. Quitte à faire du one-to-one des fois. Donc là, j'avais glissé de la planche. D'habitude, j'étais contre elle. Elle était à 90 degrés, mais j'ai pas réussi. Mais vous voyez, c'est une gamine qui ne tient pas la position assise toute seule. Mais ce qui était top, c'est qu'en fait, elle a fait comme tout le monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à véhiculer, c'est que c'est possible. Alors, nous, on avait la chance ce jour-là, on avait énormément d'encadrement. Mais je pense qu'on peut le faire en club, ça marche. Et du coup, on lui a fait vivre la sensation de glisse. Elle n'avait jamais vécu. C'est pas taffé. Pareil, elle n'a pas pagayer, mais notre ami en parle comme ça. Voilà, on les fait comme tout le monde. Quoi. Ouais, c'est petit, quoi. On voyait les adaptations, elles sont multiples, elles sont infinies, et il y a pas de potion magique. En fait, il faut juste communiquer avec la personne, et ça va être top. Pendant qu'on continue, si vous voulez, je vais les partager, il y en a plein. Ça, c'est des propositions d'adaptation en club
peut exister. Et tout ce là. Et le dossier, il est aussi, il sera disponible là. Préhension, adaptation, il n'y en a pas qui. Mes collègues qui ont vachement bossé sur. Ça existe aussi des personnes qui leur manquent un membre supérieur de projeter une baguette de monoplace au gilet. Projeter une baguette de monoplace, ils ont la sensation de bagayer. On peut mettre comme en natation, si l'appréhension est pour les pieds et plaquettes. Plaquettes et pagaie, en fait, il pagaie en main, ça marche. Le but du jeu, c'est qu'ils rentrent dans l'activité. Pour ceux qui sont en ligne, je vous mets. Il y en a plein, ouais. Je vais vous le donner, ouais. Il est dans le diapo, en fait, le lien. J'ai mis tous les liens dans le diapo. Ouais. Pour ceux qui sont en ligne, alors c'est pas dans le modèle, mais. Voilà, il y a l'attestation de coque. Alors, ceux qui aiment le composite, alors là, vous pouvez vous faire plaisir. Là, il y a moyen de faire des trucs cool. Hein. Ceux qui réalisent un peu. Voilà, il ne faut pas hésiter à travailler avec des organismes. Il y en a des orthoprothésistes dans ce métier et les personnes ont droit à des financements pour avoir des adaptations. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à s'entourer de spécialistes. Il y en a plein, des adaptations, des sièges moulés, des sièges hyper embarqués. Là, c'est pour vraiment des gens qui n'ont pas de maintien de tête non plus. Voilà. Et ceux qui sont en ligne, je vous mets le lien dans la conversation, comme ça, vous pouvez regarder de votre côté. Hop. Donc ça, le dossier, vous l'aurez en entière, bien évidemment. C'est un travail qu'avaient fait des collègues du National en 2009. Hein. On a besoin de réinventer la poudre avec des marques. Hein. Ouais, les systèmes D, ça marche, hein, surtout sur les flotteurs et tout. Bien sûr, il y a des flotteurs hyper adaptés pour, mais vous ajoutez plein de frites, vous assemblez ensemble, vous mettez un tube PVC au milieu, et de la corde, ça marche. Bien sûr que les tubes les flotteurs gonflables, bah ça c'est hyper sécure et c'est hyper simple à mettre en place. Mais bon, on n'a pas tout ça dans notre club. Et des fois, on ne sait jamais si la personne elle va s'inscrire dans l'activité, en investir. Voilà. Et puis bon, il y a des clubs qui ont tout le matos, ça existe. Et alors, il ne faut pas oublier que la FFH et la FF Sport Adapté, leur mission première, c'est de faire du développement. Donc, il y a des comités régionaux et des comités départementaux comme pour la fédération. Et leur réelle mission, c'est d'accompagner aussi les clubs. Donc, il ne faut pas hésiter, si à un moment donné, vous avez besoin d'accompagnement, de formation, de matériel, ils ont pas quelque chose et ils sont hyper contents de donner des coups de main à des clubs qui veulent développer l'activité. Ils sont hyper favorables à ça, ils attendent que ça. Les comités départementaux, il ne faut pas hésiter. Et les CD, je vous ai mis les liens à la fin du diaporama. Et c'est des vraies entrées pour des solutions. Et alors, les étapes de progression, quand on a réussi à accueillir la personne, à réussir à trouver la manière dont elle monte sur l'eau, maintenant, comment on la fait progresser? D'accord? Parce que c'est un licencié ou une licenciée comme les autres, et notre objectif, c'est de la faire progresser dans notre club. Et bien, il faut juste passer par toutes les étapes de l'apprentissage comme on fait. En fait, les pagaies couleurs, ça marche pour tout le monde. C'est juste que y a des choses, elle ne peut pas la faire parce que physiquement ou psychiquement ou mentalement, c'est pas possible. C'est pas grave, cette case-là, on ne la coche pas. On va juste faire passer des pagaies couleurs
adapté. D'accord? Ça, c'est possible. D'accord? On va jamais dire, bah non, en fait, toi, on va jamais te décerner de feuilles et couleurs parce que tu remplis pas toutes les cases. En fait, la personne, elle peut pas. C'est comme une personne qui a un projet d'apprentissage particulier à l'école qui fait qu'il ne va pas ou elle ne va pas passer telle ou telle épreuve parce que ses capacités ne le permettent pas, bah, ça ne leur empêche pas de passer des diplômes à l'école. C'est la même chose. D'accord? Donc moi, je vous invite à être très détendu sur les feuilles et couleurs et l'utiliser comme des supports d'apprentissage, même pour des personnes, même et surtout pour des personnes en situation de handicap. Et puis, ça sera comme nous, quand on arrive à valider des pagaies couleurs, bah, c'est hyper valorisant d'être en réussite. C'est ça qui est important, de marquer la réussite. Okay. Et en plus de cela, bah, se fixer plusieurs objectifs, inclure dans la pratique valide. D'accord. Ça, c'est ce pourquoi les gens s'inscrivent dans des clubs. C'est pour être dans un groupe et pratiquer dans un collectif. D'accord? Donc, peut-être qu'il faut passer par des étapes un peu en circuit fermé pour que la personne se sente en confiance d'abord par rapport à sa pratique. Mais dès qu'elle se sent capable et que vous pensez que ça le fait, hop, dans le groupe. Et un peu plus, ça peut être dès la première séance. Hein, d'accord? Mais de toute façon, déjà d'une, comment dire, de manière pratico-pratique, vaut mieux être dans le groupe parce que ça sera beaucoup plus facile pour la logistique, parce qu'il y a souvent une grosse prise en charge logistique et il y a du temps de prise en charge avant de monter sur l'eau. Donc dans le groupe, c'est plus simple. Et c'est surtout que le but du jeu, c'est que c'est une personne comme tout le monde. Donc, il faut qu'elle soit dans le groupe comme tout le monde. Ça, c'est hyper important. D'accord? Et après, bah, c'est un peu comme les pailles couleurs. Moi, je trouve ça hyper important que la personne elle puisse évoluer dans son choix de matériel, qu'au fur et à mesure de sa pratique, ne pas la cantonner à kayak de mer flotteur. Hein. Dès que la personne elle se sent en capacité d'essayer plus de difficultés en termes de matériel et de support, bah feu quoi. Faut y aller. Voilà, on a vu, hein, pratique de wave ski, pourtant une pratique, je ne sais pas si vous en avez déjà pratiqué, mais rien qu'en ayant toutes ces capacités physiques, c'est pas hyper facile. Et bah, en fait, bah, c'est possible. C'est possible. Et peut-être que ça prendra plus de temps ou pas, on n'en sait rien. Peut-être qu'il faut faire 2-3 adaptations, mais enfin, c'est pas pour rien qu'on a des athlètes extraordinaires qui arrivent à courir des Jeux paralympiques. En fait, c'est que c'est possible. C'est certes des gens extraordinaires dans le monde du sport, mais ça reste de l'ordre du possible. Donc, faire varier les supports, les faire vivre plein de... On a une pratique très riche, le canoë-kayak, on a plein de supports et c'est pourquoi je pense qu'on adore cette pratique parce qu'on n'a plus envie de faire de vivre, on fait de la mer, on a envie de découvrir d'autres supports, ben on fait. Et ben, ces personnes-là, il faut les inviter à vivre ça aussi, bien sûr. Alors, bien sûr, rien n'est jamais acquis et des fois, ce qui est dur dans l'accueil, c'est qu'on a toujours peur de ne pas être compétent et on a peur de faire des boulettes. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à se former. Et en fait, c'est comme le kayak, il faut faire. En fait, il faut faire. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas si on ne fait pas. Et c'est sûr que bah, des fois, on n'aura peut-être pas le bon discours le jour J, mais on apprend. En fait, c'est comme quand on apprend avec un nouveau public qu'on n'a jamais eu. Si on a l'habitude d'encadrer des adultes et qu'on fait des petits, bah, ce n'est pas le même langage, et ainsi de suite. En tout cas, le guide du parasport est une super ressource que le CPSF a sorti et franchement, c'est un vrai accompagnement dans les clubs. Je trouve qu'il y a énormément d'outils. Je peux vous l'ouvrir pour que vous voyez un peu quelle tronche ça a. Je fasse ça. Et je fasse ça. Tac. Donc, il est en ligne sur le site du comité régional. Il sera dans le diapo. D'accord. Donc, ça se présente, en plus, en version numérique, il est animé. Il se présente comme ça. C'est un outil à énormément de pages. C'est un gros travail. Donc, sur la version numérique, on peut cliquer pour aller directement sur les pages. Enfin, c'est hyper interactif. C'est adapté, forcément. Donc, si vous l'avez jamais vu, Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF et multimédaillée olympique en athlétisme, l'athlète extraordinaire. Donc là, je vous passe les discours politiques.
Ça présente le CPSF, on l'a vu, les chiffres qu'on a vus. Et au fur et à mesure, on rentre vraiment dans le concret. Donc, les définitions, pourquoi inclure, qu'est-ce qui se passe dans nos clubs quand on le fait, d'accord Et après, peut-être que ça soit la loi. Et après, il y a vraiment tout ce guide de soutien à la pratique. Comment nous, acteurs de club, comment on peut nous soutenir sur cette démarche-là, à la fois sur les questionnements de l'accueil, mais aussi sur des cas pratiques, que sur l'accompagnement des équipements sportifs, que sur des soutiens financiers et ainsi de suite. Enfin, vraiment, c'est un dossier hyper complet qui mérite d'être creusé. Si vous êtes déjà un club qui a envie est déjà dans la démarche d'inclure et qui a la formation et qui se sent capable d'inclure, le CPSF a lancé aussi un dispositif ESMS Club. En fait, ça permet d'inscrire votre club dans ce dispositif et ça va relier à des centres médico-sociaux qui sont proches de votre club. En fait, si vous avez envie de faire des actions partagées avec des centres médico-sociaux et du coup un public en situation de handicap, ce dispositif permet de faire des liens parce que des fois, en fait, on ne sait pas ce qui est autour de notre structure. Et le dispositif permet de connecter les structures entre elles. Bon. Et depuis ce mois-ci, le CPSF a lancé les lundis du CPSF. Ça va sortir tous les 4 à 6 semaines. Donc, le référent du CPSF au niveau Île-de-France m'envoie le message et moi, je vais rediffuser sur le site du comité régional et dans les clubs. Ça va être un temps de formation en webinaire sur une thématique précise. Par exemple, le premier thème, c'est découvrir les parasports. Voilà, c'est une thématique autour des parasports. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire au webinaire si vous avez envie. C'est tous les lundis, donc tous les 4 à 6 semaines, et les thèmes vont varier au fur et à mesure. Et vraiment, le but du jeu de ces webinaires, c'est vraiment de permettre à tous les franciliens et franciliennes qui auraient envie de s'inscrire dans le handisport à son échelle, d'avoir quelques éléments de réponse, de continuer à se former sur des thématiques autour du handisport. Voilà. Et il y en a encore plein d'autres, donc je vous ai dit, ça va être dans les ressources. Continuer à se former, c'est aussi s'entourer, d'accord? Donc, on a notre commission médicale sport, santé, handi qui est sujette à la réflexion autour de ça. Et toutes les volontés sont les bienvenues. Et qui se réunit demain, après-demain. Non, après-demain, ouais. Lundi soir, Lundi ouais. soir. Lundi soir. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous me passez un petit message si vous voulez intégrer cette commission. Et je vous mets dans la liste des participants. Voilà. Pour l'instant, le comité régional, il n'a pas encore lancé d'action ou de projet autour de cette thématique. Et c'est pour ça que toutes les volontés sont bienvenues, parce que à nos petites personnes qui faisons beaucoup de choses, des fois, on n'arrive pas à tout faire. Et on est toujours plus riche quand on est un groupe qui a envie de se construire autour de la thématique. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau d'un comité régional qu'on ne fait pas encore, comme s'associer peut-être au comité régional du sport et proposer des activités canoë-kayak sur le grand public pour les personnes en situation de handicap. Enfin, en tout cas, au niveau du comité, on ne le fait pas et c'est dommage. Et peut-être qu'on arrivera à changer ça. Mais c'est vrai que c'est une volonté de réussir à y arriver. Comme je vous l'ai dit, pour continuer à se former et s'entourer, ça, c'est des vraies ressources. Comité régional IDF handisport et les comités départementaux et Ligue IDF de sport adapté et Ligue départementale sont vraiment sont des vraies ressources. D'accord ? Et enfin, on a un interlocuteur privilégié et qui peut vraiment nous accompagner sur la mise en place de projets. C'est Thomas Urban, c'est donc le référent Île-de-France au comité paralympique sportif français, qui lui, vraiment, il met de l'huile dans les rouages parce que lui connaît tous les dispositifs possibles et imaginables
autour de la pratique handi. Donc, des fois, quand on ne sait pas trop où taper pour faire des choses, bah, lui, il va vous dire, ah ben, attendez, je vous on va faire ça, et on va faire ça comme ça. Ah, mais je sais qu'il y a une action qui va porter là, vous peut-être vous associer. Enfin, voilà, c'est une vraie ressource qui existe. Il ne faut pas hésiter à le solliciter, même si le pauvre est un peu partout, mais surtout à l'approche des Jeux paralympiques. Mais il se rend hyper disponible. Mais on part pas de zéro quand même. Il se passe plein de choses sur le territoire. Alors j'en ai recueilli plein d'autres et il y en a plein d'autres, d'accord? Ça, c'est les plus récentes, on va dire, qu'on nous a fait remonter. Bien évidemment, si vous portez des actions et que vous voulez les mettre en lumière, un petit mail à Clermont qui le rebascule sur le site du comité régional, ça prend 5 minutes. D'accord? N'hésitez pas à mettre en lumière, ça vous donne de la visibilité. Ça nous donne une meilleure connaissance de ce que vous faites. Et ça fait beaucoup plus de liens. Donc, il y a eu un super projet, Les Intrépides, avec Maxime Proust auprès du BAC, qui lui est éducateur spécialisé. Et alors, c'est des personnes s'il est auprès de gamins qui ont des troubles autistiques et qui avaient un projet de les faire apprendre le kayak pour participer à la traversée de voilà, qui a été super bien passé. Le club de matin de Milwaukee, pas loin d'une trentaine de jeunes. Voilà, il y a des clubs qui accueillent régulièrement. D'accord. Vous avez tous mis là, tout ce que je savais. Et je pense que j'en rate parce que je ne sais pas tout. Et voilà. Donc, ça bouge. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien sur le territoire. Bien au contraire, je trouve que vous, les clubs, vous êtes les plus acteurs. Et puis, je pense que j'en ai fini, mais peut-être que vous avez des questions. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Par exemple, tu disais que tu peux diffuser l'information dans une porte ouverte au mois d'octobre, donc pendant Octobre Rose. Porte ouverte au public pour venir naviguer avec nous sur la Marne en balade. Oui. Oui. Et bien oui, ça c'est un vrai relais par exemple. Bah oui, carrément. J'ai des affiches partout et tout pour essayer justement de ramoter un peu. Bien sûr. Faire connaître un peu le. Ouais, et ben plus on diffuse, mieux c'est. Hein. Ouais, non, faut pas hésiter. Hein. Les actions, franchement, c'est 2-3 clics. Ça vous met en lumière et Des activités aussi autres, des rencontres avec d'autres adolescents en France, etc. Ça aussi, je peux passer avec un reportage. En fait, au pire, on peut faire un petit article sur toutes les actions que vous menez au sein du club, tu vois. De toute façon, le but du jeu, c'est plus on mettra en lumière les actions et plus aussi, on a déjà évoqué ça, c'est que des fois, on a peur de se lancer parce qu'on ne sait pas trop comment faire et de mettre en lumière des actions déjà portées et d'expliquer un peu comment les clubs ils ont mis en place des choses. Ça aide les autres clubs en fait qui aimeraient se lancer mais ne savent pas trop comment faire. Donc plus on fait des connexions comme ça et plus ça aide tout le monde et on s'enrichit de l'autre. Et ça, faut pas hésiter. Ça ne nous dérangera pas, au contraire, on est super content de voir et au contraire, peut-être qu'on aurait envie de ramener avec vous. Bah oui, c'est aussi ça déjà, faire de la pratique interclub, c'est hyper riche. C'est un peu le rôle des commissions du comité régional. Tout à fait. On a un vrai rôle de relais, nous. Hein. Ouais. Que ce soit des commissions sportives. Ouais, nous, on a un vrai rôle de relais là-dessus. Donc, oui. Merci beaucoup. Merci. De rien, j'espère que Express, c'était pas hyper. Ouais, c'est ça. Ce temps de formation où on m'a laissé. Alors, l'idéal, c'est de trouver des personnes en situation de handicap qui acceptent de le faire, ça existe. Mais déjà, même entre nous, apprendre à porter quelqu'un, le mettre dans un kayak, trouver les méthodes de calage, voilà, comment communiquer, comment interagir. De toute façon, savoir-faire, c'est facile. C'est tout faire. Je pense que c'est le plus gros problème, c'est les personnes avec handicap qui passent le cap de venir dans un club de canoë-kayak. Je pense qu'il oui, ce bris d'avant, ouais. Beaucoup, il y a quand même une réticence à ce type de pratique. Et c'est pourquoi des actions où on invite des gens à
à essayer, bah, ça permet de casser un peu ces craintes. Alors, eux, ils font un gros mouvement en se disant j'y vais, il faut qu'ils soient actifs. Oui. Parce que si c'est pour se faire, ils n'ont rien compris. Oui. Il y a 2 défis, celui du handicapé qui vient et celui de l'accueillant qui doit bien accueillir. Il y a un autre défi aussi, c'est la visibilité. Je pense que vert sur vert, ça serait bien pour que les gens qui se promènent, qui voient que, effectivement, malgré un handicap, on peut faire ce type de pratique. Tout à fait, oui. Oui. Je suis d'accord. Avant, on n'est pas très bon sur la mise en valeur de nos pratiques. Dans toutes les autres disciplines, je pense que c'est pareil. Hein. Tu peux remettre la diapo, tu mets les références des. Je vais vous enlever les ressources. Ça? Non, l'autre. Celui-là. Ouais, celle-là. Donc, tout ça, toutes ces ressources-là, elles sont dans la partie handi du comité régional. Alors, comme le site du comité régional est très compliqué à comprendre et que pour accéder à des pages, c'est moi, j'ai toujours pas compris comment faire. Je vous invite à aller dans la barre de recherche et taper handi. En fait, à chaque fois qu'on nomme un article, on met un peu l'intitulé en premier. Du coup, vous aurez tous les articles référencés sous la thématique du handi. Stratégie pour que ce soit du comité régional. Oui, pour créer les pages, c'est pareil. Ce soir. Voilà. Ok, et ben, on passe à la suite. N'hésitez pas à continuer à feuilleter. Je ramasse